Bonjour à tous. Nous sommes des représentants du RQMDSS, du regroupement de médecins du regroupement québécois de médecins pour la décentralisation du système de santé. Nous allons vous présenter aujourd'hui un peu notre vision de pourquoi il est impératif de décentraliser le système de santé. Moi, je m'appelle Isabelle Lepage, je suis médecin omnipraticienne de formation. Je pratique principalement à l'urgence et puis je fais aussi des soins intensifs dans un petit centre communautaire à Montréal. Donc, ma pratique est à Montréal, à l'hôpital Sacré-Cœur et puis à l'hôpital Fleury. Je laisse Marc-Claude se présenter. Bon, moi, je suis Dr Marie-Claude Blouin, je suis ophtalmologiste à l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy. Alors, pour commencer, ce soir, les points dont on aimerait vous parler, c'est premièrement parler de l'hypercentralisation du système de santé et ses conséquences. Ensuite, parler des avantages, mais surtout des inconvénients d'un système de santé hyper centralisé. Ensuite, parler de l'effet de la pandémie de COVID-19 sur notre système de santé. Parler des avantages que nous, on verrait là, à décentraliser le système de santé au Québec. Et finalement, on va parler un petit peu plus de notre regroupement, le RQMDSS. Donc, d'où c'est venu tout ça, pourquoi ce regroupement s'est formé, quelles sont nos actions, quelle est notre mission et surtout, quelles sont nos pistes de solutions et nos revendications pour essayer d'améliorer notre système de santé. Donc, on va commencer par parler de l'organisation de notre système de santé actuel. Puis en fait, pourquoi on parle d'un système hyper centralisé? Alors, pour ça, il faut remonter un petit peu dans le temps et il faut s'attarder à un événement quand même majeur qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, en 2015, qui est l'implantation de la fameuse loi 10, qui est la loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, mais plus communément, on y fait souvent référence comme étant la réforme Barrette. Et donc, cette loi qui a été adoptée en février 2015, le ministre Barrette avait différents objectifs à la base pour faire cette réforme-là. Donc, premièrement, ça avait comme but de faire économiser à notre système environ 220 millions de dollars par année. Ensuite, ça visait à simplifier l'accès aux soins et aux services et aussi tenter d'alléger les structures administratives et la bureaucratie. En fait, si on regarde ça un petit peu là, de façon très, très simplifiée, en quoi ça consistait la fameuse loi 10, c'est un principe très simple dans le fond. C'était de créer un seul établissement intégré de santé et de services sociaux par région. Donc, auparavant, comment ça fonctionnait? C'est qu'il y avait 18 agences régionales de santé et de services sociaux, donc une agence par région administrative. Ces agences-là géraient les différents établissements de santé qui étaient sur leur territoire. Donc, il y avait au total 182 établissements. Puis, le ministère était au-dessus de ces agences régionales-là. Donc, il y avait le ministère, ensuite le palier des agences et ensuite le palier des établissements de santé. Mais donc, avec la loi 10, les 18 agences régionales se sont trouvées à être abolies pour créer plutôt 33 centres intégrés, donc ce qu'on appelle les CIS et les CIUS pour les centres intégrés universitaires. Et donc, il a fallu fusionner 182 établissements. Alors, le principe, c'est que tous les établissements d'une même région sont fusionnés ensemble. Et ça ne comporte pas seulement que les hôpitaux, ça inclut aussi les établissements avec le volet de réadaptation, la protection de la jeunesse et de la santé publique. Et chaque CIS et CIUS relève donc maintenant directement du ministère sans aucun intermédiaire. Et ce que ça signifie aussi, c'est qu'il y a un seul conseil d'administration et un seul président-directeur général par CIS et par CIUS, alors qu'auparavant, pour chaque établissement, il y avait un conseil d'administration et un PDG. Donc, les conséquences de la réforme Barrette, c'est qu'il y a eu une diminution drastique du nombre de conseils d'administration. On est passé de 182 conseils d'administration à 33.
Et puis ça, les conseils d'administration, souvent, c'est la voix du peuple, c'est la voix des citoyens, c'est la démocratie, c'est comment on peut orienter là, la mission d'un hôpital. Donc ça a diminué beaucoup. Ensuite, il y a eu une abolition d'à peu près 1300 postes de cadres. Et aussi, en particulier, il y a eu l'abolition du poste de la commissaire à la santé et au bien-être. Et donc, une petite parenthèse, bien, ça, la commissaire à la santé et au bien-être, c'est un peu le chien de garde. Elle exerce une forme de vigie pour surveiller quel est l'état du réseau de la santé, quels sont les besoins au niveau populationnel et une instance un peu indépendante là, qui surveille tout ça. Et ça a été aboli par la réforme, sauf que heureusement, ce poste-là a été rétabli en 2020 par la CAQ. Alors, au moment d'implanter la loi 10, dès qu'il en a été question, il y a eu énormément de critiques, puis il y avait beaucoup là, de controverses, mais même depuis qu'elle a été adoptée, il y a beaucoup d'observateurs sur le terrain qui en font la critique. Et donc, premièrement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il s'est trouvé à y avoir une concentration du pouvoir entre les mains du ministre. Maintenant, c'est le ministre qui nomme les membres des conseils d'administration des CIS et des CIUS, alors qu'auparavant, quand il y avait un CA par hôpital, bien, ils étaient élus par les citoyens. Alors, il y a une certaine perte d'autonomie aussi des CA dans nos CIS et des CIUS. Même chose, maintenant, c'est le ministre qui nomme les PDG dans les CIS et les CIUS, tandis qu'auparavant, dans chaque établissement, c'était le CA qui nommait le PDG. Ensuite, il y a aussi beaucoup de nouveaux pouvoirs réglementaires et de nouvelles fonctions qui ont été confiées au ministre directement, alors qu'auparavant, ça relevait des agences. Donc, toutes ces modifications-là, ce que ça a pour effet, c'est d'accentuer l'influence politique, finalement, sur le réseau de la santé. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il s'est donc trouvé à y avoir une centralisation de la prise de décision. Les décisions se prennent beaucoup plus haut dans l'organigramme, ça vient d'en haut du ministère et donc de plus en plus loin du terrain. Puis où est-ce que les gens, les acteurs de la première ligne qui sont sur le terrain sont de plus en plus éloignés des preneurs de décision. Ensuite, il y a des gestionnaires qui sont délocalisés. Souvent, un gestionnaire précis dans une fonction précise va être situé géographiquement dans un établissement, mais il doit gérer d'autres établissements également qui peuvent être situés à 1 heure de route. Donc, il est physiquement absent, mais il doit gérer ces établissements-là sans connaître la réalité locale, sans être en contact étroit là, avec le lieu physique. Ce que ça entraîne aussi, c'est réellement une sous-représentation citoyenne. Maintenant, les citoyens peuvent pratiquement plus participer au CA, poser des questions et surtout se faire entendre. Donc, la conséquence directe de la loi 10, c'est l'hypercentralisation de la gestion. On voit qu'il y a une concentration du pouvoir décisionnel dans les mains d'un tout petit nombre de cadres supérieurs et aussi du ministre de la Santé. Puis on parle souvent dans les médias là, des monstres organisationnels là, que sont les CIS et les CIUS. C'est parce qu'en fait, maintenant, plusieurs dizaines d'établissements sont regroupés au sein des CIS et des CIUS. Donc, il peut y avoir plusieurs hôpitaux, plusieurs CHSLD, plusieurs CLSC, des cliniques médicales, des centres jeunesse, tout ça dans le même CIS et CIUS avec un seul PDG et un nombre réduit de hauts gestionnaires qui doivent veiller à gérer tout ça. C'est comme impossible. Alors, quand on parle de monstres administratifs, juste pour un exemple ici, on vous montre le CIUS de la capitale nationale. Donc, vous pouvez voir là, le nombre quand même assez incroyable d'établissements qui sont regroupés dans ce CIUS. Et là, un seul PDG qui doit veiller à tout ça. Donc, malgré toutes les bonnes intentions du monde, c'est à peu près impossible d'être au fait de tout ce qui se passe dans chacun des établissements. Donc, il y a une perte de contrôle.
Nous, les médecins, nous sommes des acteurs de terrain. Nous pratiquons là, dans le réseau au quotidien auprès des patients, puis nous vivons les conséquences de ce système de santé hyper centralisé. Malheureusement, le système souffre d'une lourdeur administrative et d'un manque d'agilité criant. Il en découle vraiment des enjeux d'accessibilité et d'équité et une délocalisation des soins et des services. Malheureusement, cette absence de direction là, dans les établissements, dans les CHSLD, dans les centres hospitaliers, amène une perte de l'imputabilité des décideurs locaux qui sont de plus en plus éloignés du terrain. Et puis, les professionnels de la santé qui œuvrent dans ces mégastructures deviennent de plus en plus démobilisés, démotivés, puis ils ont une perte du sentiment d'appartenance à leur établissement. On constate une hyper-bureaucratisation de notre réseau. Ça entraîne là, vraiment une lourdeur administrative qui paralyse le système. Puis on a vu de plus en plus s'installer un grand manque d'agilité, une inefficience, puis une désorganisation du réseau. Cette hyper-bureaucratisation-là crée de grandes lenteurs décisionnelles. On doit constamment escalader vers le haut les demandes, les besoins pour qu'ensuite des gestionnaires qui sont assez distants du terrain prennent des décisions, puis ensuite retournent ça vers le terrain. Et malheureusement, ça entraîne des erreurs administratives importantes, de façon assez désolante, là, des absurdités même là, localement là, sur le terrain. La réalité, c'est que cette hyper-bureaucratisation-là et cette concentration des pouvoirs mène à un éloignement, une déconnexion là, complète là, des gestionnaires et du terrain. Il y a un manque d'imputabilité, comme je l'ai mentionné. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de direction dans chaque hôpital et dans chaque CHSLD? Bien, il y a une absence de leadership. C'est comme un avion sans pilote, un navire sans capitaine, c'est comme une entreprise sans directeur, c'est comme un restaurant sans manager. Et cette gestion-là à distance par des décideurs qui sont physiquement absents et qui connaissent peu ou pas la réalité locale, bien, ça génère un système de directives qui est vraiment top-down, fait que de haut en bas. Puis, on doit travailler avec des décisions qui sont prises à distance puis qui sont tellement déconnectées que parfois sont même pas applicables aux réalités du terrain. Puis, ça génère toutes sortes de problématiques. Puisque l'organisation des soins est pensée et planifiée maintenant d'un point de vue centralisé par une équipe de direction qui est dans un grand centre, mais il y a vraiment une centralisation progressive des services également vers les grands centres et ça crée de grands enjeux d'accessibilité et d'équité. Donc, l'impact de la centralisation des services a vraiment fragilisé là, et isolé les centres périphériques et communautaires. Puis quand on parle de centres périphériques, bien sûr, on parle de tous les centres régionaux. Plus on est éloigné en région, plus on devient loin de la gestion et plus les services s'éloignent de la communauté, mais aussi les centres plus petits dans les grands centres urbains. Donc, les hôpitaux dits communautaires, par exemple, dans la grande région de Montréal, souffrent également de cette fragilisation-là. Ce phénomène-là, il s'est fait petit à petit depuis 2015, puis on recueille vraiment maintenant les fruits d'une délocalisation réelle des services vers les grands centres. Les patients dans ces petits centres de santé en région et en région urbaine, mais en région éloignée également, doivent parcourir de plus en plus de distance pour obtenir des soins. Puis quand on sait que l'offre de transport en commun est souvent très pauvre en région et parfois même inexistante, on peut imaginer que des personnes plus âgées, des personnes à mobilité réduite, des personnes plus pauvres qui n'ont pas nécessairement accès à la voiture peuvent même être incapables de se déplacer pour avoir accès aux services. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant d'enjeux vraiment d'équité et d'accessibilité. Également, dans les centres plus périphériques, dans les centres régionaux, c'est vraiment des médecins généralistes qui s'occupent de l'hospitalisation, autant sur les étages que dans les soins intensifs qu'à l'urgence. Et la centralisation des services a amené un appauvrissement des services spécialisés, donc une certaine exode des médecins spécialistes qui ne peuvent plus offrir leurs soins spécialisés dans les centres périphériques, donc qui maintenant vont se déplacer vers des centres plus tertiaires, si on veut, secondaires ou tertiaires. Puis également, un certain manque de support des grands centres, des services centraux
vers les services communautaires. Donc, les spécialistes n'arrivent plus à travailler de façon optimale, donc désirent ensuite quitter. On voit qu'il y a de moins en moins de spécialistes dans les petits centres et là, ça crée des enjeux médico-légaux parce que les responsabilités des médecins généralistes sont de plus en plus lourdes et de plus en plus larges. C'est sûr qu'on peut reconnaître certains avantages à la centralisation du système de santé. Il y a eu des établissements de corridors de services au sein des CIS et des CIUS qui sont maintenant plus clairs, qui sont bien établis, qui facilitent le transfert de patients, par exemple. On peut penser à l'hémodynamie, l'hémodialyse, par exemple, les transferts vers des soins intensifs tertiaires lorsqu'on en a besoin. Également, simplement clarifier qui on appelle lorsqu'on a besoin de conseils. Ça a été un avantage qui est évident. On a mis en commun certains services. On a facilité les échanges entre les milieux par rapport aux meilleures pratiques. On a pu transmettre et influencer les pratiques dans des petits centres qui avaient moins accès peut-être à certains standards de pratique. On a permis une mise à niveau puis un soutien entre les secteurs et entre les régions. On a pu mettre en place des achats regroupés et faire des économies d'échelle. Ça a été peut-être au prix d'une difficulté à faire des choix peut-être un petit peu plus particuliers. On a permis d'assurer une interopérabilité au niveau des... excusez-moi. Au niveau des systèmes TI. Puis, par exemple, on peut vous donner des exemples. L'accessibilité à l'imagerie médicale entre les établissements d'un même CIUS est plus simple. On peut même avoir accès à certaines parties du dossier électronique, par exemple, de d'autres centres hospitaliers qui font partie du même CIS et du même CIUS. Et puis, on a pu optimiser la gestion des établissements par une gestion avec certains tableaux de bord, des indicateurs standardisés. On peut se demander, par contre, à quel prix on a accès à ces avantages-là. Est-ce que les économies ont réellement été au rendez-vous? Les conséquences de notre système de santé hyper centralisé en pandémie ont été importantes. Nous pouvons vous dire, nous, que nous l'avons vécu aux premières loges. Nous avons constaté là, à quel point l'hypercentralisation du système de santé a été un frein à l'organisation efficiente des services et des soins là, pendant la crise. Et la pandémie a mis en lumière là, les dysfonctions du système de santé qui sont maintenant bien évidentes pour toutes. Les résultats parlent d'eux-mêmes. La performance du Québec a été assez catastrophique, là, toute proportion gardée, qu'on compare avec des endroits ailleurs au Canada, mais même ailleurs dans des pays occidentaux qui se comparent avec nous dans les situations économiques. On ne peut pas oublier là, les 5200 décès en CHSLD dans la première année de la pandémie. On a tous le mauvais souvenir de l'hécatombe mortelle dans les CHSLD qui a eu lieu à la première vague. Puis l'enquête de la coroner Guyane Kamel et le rapport de la commissaire à la santé et au bien-être Joanne Castonguay ont pu jeter un petit peu de lumière sur ce qui s'était passé. Mais malgré toutes ces analyses et ces observations, on n'a pas pu vraiment cibler des responsables. Parce que quand il y a trop de responsables, c'est comme aucun responsable. On dilue la responsabilité. Cette distance-là des décideurs du terrain et donc cette distance-là des professionnels et des patients, vraiment a entraîné là, une désorganisation générale. Cette désorganisation-là est liée aux enjeux qu'on a déjà nommés plus tôt, cette hyper-bureaucratisation-là, cette lenteur décisionnelle, les erreurs qui sont prises dans les décisions parce qu'il y a une incompréhension des besoins du terrain, la centralisation des décisions, des services, le manque d'imputabilité, la démobilisation. On peut nommer ça de la désorganisation et puis ça a été très important dans le bilan québécois là, de la pandémie. Il y a eu, dès la première vague, une certaine reconnaissance du problème par le ministère de la Santé et on a rétabli un poste de directeur par CHSLD parce qu'on a réalisé que ça avait eu vraiment une incidence là, sur les résultats ou sur la capacité des CHSLD à bien réagir à la crise. Alors, on peut s'imaginer si les CHSLD ont besoin d'une direction locale,
il y a certainement une problématique semblable dans les centres hospitaliers qui sont en fait des organisations qui sont beaucoup plus grandes que les CHSLD. Un exemple assez clair finalement des impacts de la centralisation dans les décisions, dans l'agilité des décisions pendant la pandémie sont le délestage. Fait qu'il y a eu du délestage des services et des chirurgies. Et puis, on voit qu'il y a eu une incapacité à s'adapter, à être agile dans ces deux types de décisions-là. La consigne à la première vague était de délester 50% des rendez-vous et des chirurgies non urgentes. Dès le début, lorsqu'on a observé là, comment ça avait été fait, nous, on s'est mis à réfléchir au RQMDSS à tous ces impacts-là, on les vivait au quotidien. Puis, on a fait une sortie médiatique en octobre 2020 pour dénoncer un peu l'absurdité d'une cible identique, universelle pour tous les centres hospitaliers, la même cible, même si on est un centre qui hospitalise des COVID, donc il y a besoin peut-être de délester beaucoup, alors que si on est un centre qui n'hospitalise aucun COVID, on a une capacité encore d'opérer au quotidien. On mettait de l'avant qu'une gestion locale pour adapter des cibles de façon cohérente à la réalité de chaque CH serait probablement plus intéressante et plus pertinente. Il y a eu une réponse positive du gouvernement dès le lendemain de cette sortie médiatique-là, et puis il y a eu un changement de cap du gouvernement là, à l'automne 2020. Malheureusement, à la 5e vague, le même phénomène s'est produit. Les mêmes guides étaient donnés et c'était les mêmes cibles qui étaient uniques et universelles qui ont été établies pour tous les CH. Pour quelles raisons est-ce qu'on n'a pas pu apprendre de nos erreurs à la 5e vague? Bien, c'est parce qu'un système hyper centralisé a de la difficulté à apprendre de ses erreurs. Il n'est pas agile, il est incapable de s'adapter lorsqu'il est surchargé d'impératifs et de demandes et que les têtes dirigeantes sont trop occupées pour justement pouvoir là, bien observer et pouvoir répondre à toutes les demandes actuelles. À la 5e vague, il y avait une telle surcharge du système qu'ils n'ont pas été capables finalement de s'adapter et puis d'apprendre de l'expérience passée. Les défis communicationnels sont de taille au sein de notre administration puis au sein de nos monstres administratifs. Il y a eu beaucoup de confusion au sein des établissements et des installations pendant la pandémie. Malheureusement, de multiples communications, emails, fax, protocoles, directives étaient transmises aux équipes terrain. On avait des directives qui étaient changeantes ou erronées et puis des messages confus là, qui circulaient de haut en bas de la pyramide là, de façon fréquente. Ce que ça a comme impact, ça, c'est ça entraîne de l'insécurité au sein des équipes. L'image que vous voyez à droite, là, c'est une caricature, mais c'est un peu comment on se sent là, quand on travaille au sein de ces méga établissements, méga structures-là. Il est vraiment essentiel d'humaniser les communications, d'expliquer de vive voix les multiples changements de protocole, de directives lorsqu'on est en pandémie, lorsque tout le monde vit une nouvelle situation de crise. Il est essentiel d'humaniser ces communications-là pour sécuriser les professionnels. C'est impossible de le faire au sein d'une mégastructure parce que tout le monde devient presque des numéros. Qui s'occupe des communications, qui transmet, qui s'occupe des changements de directives, ce n'est pas clair pour personne. Donc, l'impact est majeur sur la confiance des professionnels, sur leur capacité à comprendre et à suivre les mesures, notamment de PCI, donc prévention et contrôle des infections. Exactement, merci Marc-Claude. Et donc, ça a certainement eu un impact sur notre capacité à prévenir les éclosions. Il est indéniable qu'ultimement, ça a eu des conséquences sur la morbidité et la mortalité. Nous savons que les RH, donc les ressources humaines, sont vraiment le cœur de notre réseau. Et malheureusement, comme un réflexe, les gestionnaires du réseau ont resserré la centralisation de la gestion des ressources humaines pendant la pandémie. Le système voulait avoir plus de contrôle, voulait être capable de pouvoir décider, mais cette centralisation-là a eu un prix au niveau de l'agilité.
On a entendu parler là, des nombreux déplacements de personnel entre les services, entre les départements, même entre les établissements. Puis c'était parfois mal avisé, ce déplacement-là. Il y a eu des impacts au niveau des éclosions. Ça entraîne justement un contexte de déshumanisation. Il y a des enjeux au niveau de la protection de l'expertise spécialisée dans certains services parce qu'on ne comprend pas bien toutes les dynamiques locales d'un service, les besoins qui sont particuliers et qui ne sont pas les mêmes d'un hôpital à l'autre. Les réalités au niveau de la pénurie de personnel n'est pas la même non plus entre les différents centres hospitaliers. Ça crée beaucoup d'insatisfaction, beaucoup d'insécurité, et puis il est clair que ça a contribué de façon majeure à l'exode du personnel du réseau public. On sait que le ministère géré par décret depuis le début dû à l'urgence sanitaire, puis malheureusement, une gestion centralisée qui est un one size fits all, pour utiliser une expression anglophone, bien parfois, ça crée certaines aberrations ou incohérences. Donc, on a eu dans certains milieux des horaires de 12 heures qui étaient interdites, mais ensuite et peut-être dans d'autres milieux, des horaires de 12 heures qui étaient imposés. On a eu le temps supplémentaire obligatoire, on a eu l'obligation de faire du temps plein, l'annulation des vacances. Et tout ça, ça a eu un impact majeur au niveau du moral des troupes, au niveau de la fatigue, au niveau du sentiment justement d'être des numéros, d'être moins respectés. Et puis, ça a eu énormément de conséquences au niveau de la démobilisation. On a vu dans la plupart des milieux le retrait de la gestion locale des horaires. Donc, certains chefs d'unité qui géraient déjà les horaires de leur service se voyaient maintenant plus incapables de le faire. On remontait la gestion des horaires là, vers des paliers plus élevés de gestion, avec peut-être une moins grande sensibilité ou compréhension de comment est-ce qu'on aurait pu adapter cette gestion des horaires-là de façon un peu plus individualisée, pour permettre une meilleure satisfaction puis une meilleure agilité. Ultimement, là, on a témoigné tous de la quasi-implosion du système à la 5e vague. Un système de santé qui était mal préparé malgré l'expérience de 2 ans de pandémie. C'était assez surprenant. Les mêmes erreurs qui se répétaient au niveau du déplacement du personnel, au niveau du délestage, comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Des standards de PCI, de prévention des infections qui étaient sous-optimaux parce qu'on était complètement dépassé par la situation, puis on ne pouvait plus avoir le contrôle des éclosions et on arrêtait même d'essayer de les contrôler où il y avait vraiment un lâcher-prise là, au niveau du contrôle de ces éclosions-là. La pénurie de personnel était à son comble, la fatigue également. Puis on a même collectivement dû admettre qu'il y avait une diminution de la qualité des soins, puis qu'il fallait peut-être même la tolérer. On a entendu notre sous-ministre adjoint de la Santé, là, Lucia Paterné, qui nous expliquait comment nous n'aurions plus d'autre choix que de donner des soins B au lieu des soins A+ dans notre réseau. Est-ce que c'est acceptable? On a entendu le docteur André Veillette là, dire si on se rend là, c'est qu'on a échoué lamentablement, puis je pense qu'on doit tous un peu se poser la question collectivement. Alors, moi, j'enchaîne avec un thème qui nous apparaît très important, qui est celui de la souffrance des soignants. Premièrement, parce qu'on sait que c'est une réalité qui est omniprésente là, dans notre milieu. On en entend souvent parler dans les médias. On sait tous là, que le niveau de détresse psychologique est élevé parmi les soignants, le personnel soignant du réseau de la santé, tant les infirmières que les médecins, puis aussi les étudiants en médecine. C'est sûr que la détresse psychologique, la souffrance, ça peut être multifactoriel, c'est certain. Sauf que dans le contexte de prestation de soins, il y a quand même différents écrits, là, différentes études là, qui ont tenté de cerner ce problème-là. Puis une des sources qui est identifiée, c'est le sentiment de culpabilité qu'on peut développer quand on est devant l'impossibilité d'atteindre notre idéal thérapeutique. On est formé en médecine, on apprend sur les bancs d'école toute la théorie. On est tous des gens là, très perfectionnistes. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos patients. On veut suivre à la lettre là, les meilleures recommandations.
Mais dans la vraie vie, quand on arrive dans notre clinique avec nos patients, bien souvent, on est simplement incapable de l'appliquer, d'appliquer ce qu'on a appris, puis ce qu'on sait qui devrait être la meilleure chose pour nos patients. Pour plein de raisons différentes, mais vraiment plein de contraintes extérieures qui sont des contraintes budgétaires, des contraintes administratives. Vraiment, parfois, on a l'impression que c'est un parcours du combattant, essayer de juste soigner nos patients comme on voudrait. Donc, quand on constate qu'il y a des obstacles, des contraintes, puis qu'on aimerait apporter des solutions. Des fois, on a des idées, on sait que telle chose, ça pourrait améliorer grandement une situation, un enjeu, mais à qui on en parle dans notre réseau? On parle à un gestionnaire, bien, ça ne fait pas partie de sa définition de tâche, on juste essaie de trouver à qui parler. Puis là, si on trouve une oreille qui nous écoute, mais cette personne-là n'aura pas le pouvoir décisionnel d'appliquer les idées qu'on lui suggère. Il va falloir qu'il demande à un supérieur, qu'il va devoir aussi demander à un supérieur. Ça grimpe dans l'organigramme. Le temps que ça redescende en bas, il s'est écoulé tellement de temps où ça a tellement changé, été dénaturé que finalement, ça ne répond plus du tout à notre besoin, à notre demande. Donc, finalement, on baisse les bras et on finit par se sentir impuissant. On a l'impression qu'on ne peut plus agir sur notre milieu puis essayer d'améliorer les choses. C'est ce sentiment d'impuissance-là qui finit par entraîner une spirale, un sentiment de souffrance. Puis peu à peu, plus ça évolue, bien, les gens finissent par se désengager malheureusement. Puis c'est là qu'on assiste à la démotivation, à la démobilisation. Puis, ultimement, dans le pire des scénarios, bien, ça peut mener à l'épuisement professionnel puis à la maladie. Donc, quand on souffre, il y a deux options qui s'offrent à nous. Ou bien on peut réprimer notre souffrance et puis garder le silence, ou bien on peut essayer de l'exprimer et d'agir. Donc, nous, au RQMDSS, on a l'impression qu'on a pris la voie numéro 2 et qu'on veut essayer d'agir pour changer les choses puis améliorer notre système de santé. On croit fermement que nos CIS et nos CIUS ont vraiment un rôle à jouer pour sortir le personnel soignant là, de leur souffrance. Plusieurs choses qui peuvent être faites, mais premièrement, d'abord et avant tout, essayer de valoriser le personnel et les professionnels de la santé. Il faut essayer de miser sur l'autonomie, les capacités d'initiative et la créativité du personnel de la santé. Il faut que les gens se sentent inclus dans la prise de décision. Et ça, de façon impérative, ça nécessite la décentralisation. Un autre aspect qui est important à parler dans le thème là, de la souffrance, c'est malheureusement la loi de l'omerta, qui règne malheureusement bien souvent dans nos milieux. Donc, les gens ont peur de dénoncer les situations qui semblent aberrantes. Et ça aussi, ça crée des conflits moraux parce que nous, comme médecins, bien, on doit agir selon une éthique de travail, on doit respecter notre code de déontologie. Mais dans la vraie vie, on constate dans nos milieux qu'il y a des choses qui ne se conforment pas à ce code de déontologie-là, qui ne sont pas au mieux de ce que ça devrait être. Et donc, on voudrait le dénoncer, mais on se fait des fois brandir la menace que si on parle, qu'on dénonce des choses, on peut avoir des représailles de la direction là, des hôpitaux. Souvent, ce qui va être évoqué, c'est le devoir de réserve ou le devoir de loyauté envers l'administration de notre établissement. Donc, d'être partagé entre notre sens éthique, notre devoir, notre code de déontologie, de devoir agir, dénoncer des situations qui nous semblent inacceptables versus la crainte des représailles, ce n'est pas une belle ambiance. Ce n'est pas une ambiance, disons, optimale. Là, ça peut contribuer là, à la détresse psychologique. Donc, l'omerta, ça fait longtemps que c'est dénoncé, que c'est décrié dans les médias.
Et on a pu voir, heureusement, pendant la pandémie, qu'il y a eu beaucoup plus de dénonciations qui se sont faites dans les médias sociaux et même que ça a été encouragé. Il y a la FIQ, qui est la Fédération des infirmières du Québec, qui a même créé le site Je dénonce. Et il y a même la ministre McCann qui, à un certain point, avait mis sur pied un outil de dénonciation et qui encourageait les gens du réseau à dénoncer là, les aberrations, les absurdités par courriel. Il faut aussi, comme médecin, connaître nos droits. Et donc, c'est important de savoir qu'en février 2021, à l'Assemblée nationale, il y a vraiment eu une résolution là, qui a été adoptée qui demande au gouvernement de prendre les mesures adéquates afin de protéger des risques de représailles les professionnels en soins du réseau de la santé et les cadres qui s'expriment et partagent avec la population ou les médias les situations inacceptables et les actes répréhensibles dont ils sont témoins. Et donc, dans la loi, si on va voir là, sur le site du législateur, il y a une loi, la loi des 11, qui s'intitule la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics et qui dit, en gros, donc qu'il est illégal de faire subir des représailles à un travailleur ici, bon, du réseau de la santé, qui voudrait exprimer là, une situation dont il a été témoin et qui lui semble inadéquate ou dangereuse, inappropriée. On constate en fait que les acteurs de tous horizons là, dans le réseau de la santé appellent à une décentralisation du système de santé. Il y a la déclaration d'Adélaïde de l'OMS qui a pour but d'engager l'ensemble des dirigeants et des décideurs à tous les niveaux gouvernementaux. Puis elle souligne que ça exige une nouvelle forme de gouvernance dans laquelle il existe un leadership partagé au sein des gouvernements, puis c'est ce qui va permettre d'améliorer la santé. L'allègement, la décentralisation va permettre un allègement de cette structure, de cette hyper-bureaucratisation-là. Amélioration des communications, amélioration du recueil et de la transmission de données, une reconnaissance plus rapide des erreurs administratives, des décisions qui sont plus adaptées. Donc, bref, plus d'agilité. La gestion de proximité égale les soins de proximité. Pour avoir des soins de proximité, il faut une gestion de proximité. Car une meilleure connaissance de la réalité du terrain permet justement des décisions qui sont plus adaptées aux besoins des patients, va permettre d'avoir une meilleure efficacité, une meilleure efficience puis une meilleure pertinence de soins. Une gouvernance locale permet de s'appuyer sur des décideurs locaux imputables et cette imputabilité va nous permettre d'identifier, de savoir qui est responsable et qui se sent concerné par l'organisation des soins et puis l'offre de services dans un établissement de santé. La gestion locale favorise l'humanisation des soins. Elle fait vivre une organisation des soins qui est centrée sur les besoins des communautés locales. Puis elle permet aux travailleurs d'avoir un sentiment d'appartenance, de faire partie d'une équipe, de faire partie d'une communauté. Ça encourage, donc la gestion locale encourage également les initiatives locales, l'innovation, la créativité. Puis c'est cela qui est motivant et mobilisateur. La mobilisation, c'est vraiment essentiel dans notre réseau de la santé. Nous sommes des humains qui soignons des humains. Les grands leviers de la mobilisation sont le partage d'informations. Donc, nous devons comprendre et être compris. L'adhésion, nous devons croire à ce que nous faisons. L'appropriation, nous devons sentir que nous participons et que nous contribuons. La reconnaissance, nous devons être reconnus pour nos efforts et notre engagement. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une structure décentralisée et participative au sein de nos établissements de santé. Il faut mettre en place des structures de participation. Il faut pouvoir partager les informations et bien les communiquer pour que tout le monde les comprenne et pour que tout le monde comprenne où est-ce que l'organisation se dirige, quelle est la direction de notre établissement, comment est-ce qu'on organise nos soins, comment est-ce qu'on va pouvoir offrir des bons services à nos patients. Il faut pouvoir échanger et susciter la participation. Puis ceci passe par la décentralisation du processus décisionnel. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de notre regroupement, donc du RQMDSS.
Et comment ça a débuté tout ça? En fait, c'est né réellement du sentiment d'urgence et d'impuissance de plusieurs médecins au moment de la première vague face à l'incapacité d'organiser les soins efficacement. Et puis, malheureusement, un des constats qui émanait là, de tout ça, c'est qu'il y a des morts qui auraient pu être évitées si une structure plus décentralisée avait permis aux gens de s'organiser eux-mêmes rapidement dès le début avec l'état des connaissances qu'on avait, des sciences. Si les gens avaient eu les coups des franges pour agir rapidement, plutôt que d'attendre les 1000 autorisations là, et consignes là, qui venaient d'en haut. Donc, la première action qui a été faite, c'est une lettre qui a été envoyée au ministère le 19 juin 2020, qui était signée au départ par 52 médecins qui provenaient de 17 établissements des hôpitaux. Et ils demandaient une rencontre urgente avec le ministre et le premier ministre pour discuter des enjeux liés à l'hypercentralisation et pour proposer des solutions. Et puis ensuite, ça a fait boule de neige. Et de bouche à oreille, à travers les établissements, entre les collègues, bien, il y a plusieurs centaines de médecins qui se sont sentis interpellés par ce mouvement et qui y adhéraient. Donc, le RQMDSS est officiellement né et est un organisme à but non lucratif là, qui est dûment inscrit au registre des entreprises du Québec. À ce jour, nous sommes 825 médecins qui formons le regroupement. C'est réparti assez également entre les omnipraticiens et les spécialistes. Il y a autant de médecins qui proviennent des régions que des centres urbains. En fait, il y a 17 sur 18 des régions administratives qui sont représentées dans le regroupement. C'est important pour nous de dire que le RQMDSS, c'est un mouvement qui est indépendant, non corporatiste et non partisan. Depuis le début, ça va faire presque 2 ans, de plus en plus de partenaires et d'acteurs de tous les horizons sur l'échiquier de la santé appuient notre mouvement. Donc, dans les actions là, du RQMDSS, d'abord en septembre 2020, nous avons rédigé un manifeste qui décline vraiment de façon structurée quelles sont les propositions concrètes que l'on fait pour décentraliser le système de santé et pour proposer vraiment une structure de gouvernance locale avec plein pouvoir décisionnel dans les hôpitaux. Ce manifeste-là a été soumis au ministre de la Santé, à M. Christian Dubé. Ensuite, nous avons fait diverses sorties médiatiques, autant à la télévision qu'à la radio. Et si vous consultez notre site Internet, il y a déjà tout un récapitulatif là, des sorties médiatiques impliquant le RQMDSS, mais il y a aussi toute une belle revue de presse sur tout ce qui s'est à peu près écrit sur le système de santé et la décentralisation depuis 2 ans. Ensuite, à l'été 2021, le RQMDSS a rédigé un mémoire qui s'intitule « L'urgence de décentraliser le système de santé ». C'est un document qui fait pratiquement 200 pages. Ce mémoire a été soumis au ministère de la Santé et au ministre, M. Christian Dubé, aussi à la commissaire à la santé et au bien-être et aussi à la vérificatrice générale du Québec. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a un site Internet, on essaie d'être présent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous, nous consulter et nous suivre. Pour ce qui est de tous nos membres, bien, on les tient régulièrement informés de nos actualités, de nos actions, grâce à l'envoi d'infolettres qu'on fait régulièrement. On a réussi à rencontrer M. Dubé une première fois en juin 2021
C'est une rencontre qui s'est franchement très bien passée. On avait senti qu'il y avait beaucoup d'ouverture de sa part par rapport à nos propositions. On attend d'ailleurs avec beaucoup d'impatience son fameux plan de refondation du système où est-ce qu'il promet de décentraliser. On a bien hâte de voir s'il va avoir appliqué les recommandations qu'on lui fait. Mais chose certaine, la rencontre était vraiment positive. On avait senti beaucoup d'ouverture et d'écoute de sa part. Ensuite, il faut savoir que l'enjeu de la décentralisation puis de la délocalisation des soins et des services, ça touche beaucoup les municipalités en région. Donc, il y a beaucoup de maires de municipalités et de MRC qui sont très sensibles à nos démarches et qui nous appuient. Et donc, à l'été dernier, au mois d'août, il y a eu une conférence de presse commune qui a été faite en collaboration avec des maires de différentes municipalités au Québec pour demander et revendiquer une décentralisation. Ensuite, on a aussi envoyé diverses lettres ouvertes dans les médias écrits. On a eu une deuxième rencontre avec le ministère en septembre 2021. Ce n'était pas en présence de M. Dubé, mais avec ses proches collaborateurs. Pour terminer aussi, il y a eu récemment le projet de loi 11 qui a eu une commission parlementaire au mois de février. Donc, nous nous sommes positionnés par rapport au projet de loi 11. On a rédigé un mémoire et vous pouvez le consulter aussi sur notre site Internet. Le RQMDSS appuie aussi tous les comités citoyens qui ont l'initiative de revendiquer des soins de proximité dans leur région. Donc, on les appuie et souvent, eux appuient aussi nos démarches en retour. C'est le cas pour le comité citoyen Mes soins restent ici, qui est dans la région de la Pocatière, dans le Kamouraska, qui milite depuis déjà quelques années pour pouvoir garder leurs soins chez eux parce qu'il y a eu beaucoup d'effritement des soins et des services au profit du plus gros centre de leur CIS vers Rimouski. Donc, nous, on les appuie dans leur démarche. Ensuite, il y a aussi le comité Sauvons le centre mère-enfant à l'hôpital du Suroît parce qu'avec le nouvel hôpital qui va bientôt se construire dans la région de Vaudreuil-Dorion, il est prévu que le centre mère-enfant soit relocalisé à Vaudreuil-Dorion, ce qui veut dire que toutes les femmes de la région du Suroît, il faudrait qu'elles conduisent entre 1 heure et 1h30 pour se rendre dans un hôpital pour accoucher. Donc, eux trouvent ça inacceptable, et puis nous aussi. Donc, on les appuie dans leurs revendications. Il y a eu aussi l'épisode de l'hôpital de la Chine cet été où est-ce que les urgences ont été fermées. Donc, nous, on a appuyé l'équipe de l'urgence de l'hôpital de la Chine pour décrier la situation puis demander à ce que l'urgence puisse être réouverte dans les meilleurs délais. Ensuite, il y a plusieurs autres organismes qui nous appuient, de qui on est partenaire. Il y a l'Alliance des patients pour la santé du Québec. Il y a le Comité de citoyens pour des soins de santé durable au Témiscamingue. Il y a l'Institut sur la gouvernance des organisations privées et publiques. Il y a aussi la FMOQ qui nous appuie et plus récemment la FMSQ aussi. Et point de vue des municipalités, au total, c'est 74 municipalités qui appuient les revendications du RQMDSS par résolution officielle. En fait, c'est 4 MRC et 12 municipalités. Et ça couvre 12 des régions administratives au Québec pour près de 1 million de citoyens. C'est important d'écouter les patients, d'écouter la voix des citoyens. Les patients, ils doivent être partenaires, ils doivent avoir leur mot à dire dans la prestation des soins. Donc, pour nous, une vraie décentralisation, ça passe obligatoirement par la démocratisation de notre système de santé et de pouvoir réimpliquer les citoyens dans la prise de décision. Donc, il faut redonner aux populations locales la capacité de s'autodéterminer et de s'impliquer pour pouvoir maintenir, ramener ou développer localement des services de santé qu'eux estiment qu'ils ont besoin.
Notre mission au RQMDSS, c'est de ramener, de redonner des soins de proximité aux patients, de favoriser l'efficacité et l'agilité du système de santé, de remobiliser le personnel soignant, de permettre un recrutement, une rétention du personnel et de promouvoir la gestion clinico-administrative qui est un des piliers de l'avenir de la gestion dans le système de santé. On veut prioriser une structure décisionnelle au sein de la communauté pour la première ligne également. On a 4 revendications au RQMDSS. Nous croyons qu'en nommant des personnes clés et en restructurant des aspects clés du réseau de la santé, on va pouvoir ouvrir la voie à une plus grande gestion de proximité, une plus grande gouvernance locale. Donc, nous croyons que sans défaire des structures, sans défaire les CIS et les CIUS, nous serions capables de décentraliser au sein même des CIS et des CIUS la gestion de la santé et donc de décentraliser les services. Excusez-moi. Nos 4 revendications sont de nommer un directeur général dans chaque hôpital qui a un plein pouvoir décisionnel et qui est imputable, de nommer un directeur des services professionnels dans chaque hôpital, de former un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens dans chaque hôpital et d'avoir des tables des chefs de département et des services locaux dans chaque hôpital qui ont un pouvoir décisionnel. Un directeur général, c'est le pilier de la gestion de proximité au sein des établissements, au sein d'un centre hospitalier. Il a le pouvoir décisionnel local, il est imputable dans son centre hospitalier, il s'occupe de la gestion courante des activités et des ressources au sein de son hôpital, il représente son hôpital et les besoins des patients de sa communauté au sein du CIS ou du CIUS duquel il fait partie. Et il a une vision des caractéristiques particulières de son installation. Donc, il connaît sa communauté au niveau culturel, au niveau socio-économique, au niveau des besoins de santé. Il est le lien également avec la fondation de son centre hospitalier. Un DSP dans un hôpital, c'est le chef des médecins, c'est le leader médical local. C'est lui qui communique avec les chefs de département et des services. C'est lui qui planifie les effectifs médicaux, qui a une vision du recrutement, des besoins de recrutement au niveau des médecins de son hôpital. Il représente son centre hospitalier et les besoins des patients au sein du CIS et du CIUS, en particulier vraiment au niveau de l'organisation médicale, l'organisation de l'offre de services médicaux. Il coordonne et surveille les activités cliniques, puis il protège les soins de proximité de sa communauté en s'assurant qu'une couverture adéquate en médecine spécialisée dans son centre hospitalier. Le rôle d'un CMDP dans un hôpital, c'est vraiment principalement le contrôle, la surveillance de la qualité de l'acte professionnel. C'est le chien de garde de la qualité de l'acte. Il y a d'autres rôles également au niveau de l'élaboration des modalités du système de garde, recommandation d'un plan d'organisation de services. Il donne son avis sur l'organisation technique et scientifique aussi au sein du centre hospitalier. Malheureusement, maintenant, il y a un CMDP centralisé dans le CIS et le CIUS. Donc, ces rôles-là, la capacité d'action et de contrôle de la qualité de l'acte est noyée actuellement parce que les établissements sont tellement gros que c'est assez ingérable. Avoir un CMDP dans chaque hôpital permettrait aussi de remobiliser les membres parce qu'il y aurait une participation active des membres, des médecins locaux au sein du CMDP, puis ça va permettre de promouvoir l'implication locale. C'est ce qu'on voyait avant lorsqu'il y avait, là, il y a 6 ans, des CMDP dans chaque hôpital. En dernier lieu, notre dernière demande, c'est qu'il y ait l'établissement d'une table des chefs imputable et responsable avec un pouvoir décisionnel dans chaque hôpital. Ça permettrait de redonner du pouvoir décisionnel aux représentants locaux qui maintenant doivent s'adresser aux tables des chefs de département central pour les décisions. Ça permet de promouvoir la collaboration, la prise de décision constructive, l'échange entre les médecins puis les services. Ça va permettre d'améliorer la rétention des médecins et le recrutement local parce qu'on va avoir vraiment une vision puis une capacité de savoir c'est quoi nos besoins puis comment est-ce qu'on peut agir pour le recrutement. Ça va promouvoir la démocratie localement, remobiliser les équipes locales là, qui sont un petit peu découragées actuellement, puis promouvoir les initiatives locales qui sont adaptées aux réalités du terrain puisque chaque hôpital est différent. Il y aura définitivement une interaction entre les entités locales et les entités centrales. Ces interactions-là se feraient au sein de tables régionales, des directeurs généraux puis des DSP.
les DSP locaux représenteraient leur table des chefs locales au sein de ces tables, à ces tables régionales-là. Et puis, les tables régionales permettent, eux, la collaboration interétablissement, la mise en commun des ressources, le maintien des corridors de services. Et il y aurait une collaboration régulière et assez organique là, entre les DG, les DSP, les CMDP, les comités exécutifs et les tables de chefs de département. Le tout serait chapeauté là, sous la supervision du PDG et du CA du CCCIUS. Vous voyez une petite schématisation là, finalement de comment cette interaction-là se ferait, mais c'est quelque chose qui est assez organique. Chaque établissement de santé, avec sa direction, pourra interagir avec un chapeau finalement au-dessus de leur tête qui est le PDG et puis le DSP central. Je veux dire juste un dernier mot là, sur la cogestion. La cogestion, c'est quelque chose que vous allez entendre parler de plus en plus. C'est quelque chose qui était déjà fait dans nos établissements. Dans le fond, c'est l'interaction entre la gestion administrative et clinique infirmière et la gestion médicale. Ça permet là, vraiment d'articuler l'implication des soignants dans la gestion des soins. Ça permet un partenariat entre tout le monde, le monde infirmier, le monde des gestionnaires et puis le monde médical des médecins. Au sein de cette cogestion clinico-administrative-là, on veut favoriser l'intérêt de l'organisation et des patients au lieu de l'intérêt professionnel de seulement les médecins. Puis c'est un modèle là, qui permet aux médecins de s'impliquer au niveau de la gestion puis de concilier la pratique médicale, clinique et la pratique administrative et l'engagement administratif. Ça crée un modèle de collaboration là, qui est autour vraiment du besoin d'un patient. On va terminer en vous disant que c'est important de s'impliquer. Nous, bien sûr, comme médecin, puis Marc-Claude l'a déjà mentionné, on est très préoccupé par administrer des soins, par soigner nos patients, interagir avec nos patients. Puis c'est sûr que c'est ça le cœur de pourquoi est-ce qu'on est allé en médecine, pourquoi on fait le métier qu'on fait. Mais il y a quand même plusieurs dimensions à la profession médicale. Puis quand on commence à pratiquer, on se rend compte que nous sommes au sein d'une organisation et que nous avons besoin que l'organisation soit efficace, soit fonctionnelle pour pouvoir offrir nos soins. Donc, on doit participer à la gestion des établissements, puis à l'organisation des services autour de nous. Qu'est-ce qui est important pour nos patients? Quelle structure on a besoin d'avoir pour pouvoir offrir ces soins-là? Il est clair qu'ensemble, collectivement, on peut agir pour améliorer l'organisation du système de santé, pour recentrer nos soins sur les besoins de nos patients, puis pour vraiment retrouver du plaisir à pratiquer la médecine au sein d'une structure là, qui est fonctionnelle puis qui est agile. C'est ce qu'on fait, nous, à RQMDSS, puis on vous encourage. C'est sûr vous êtes aux études, vous allez tranquillement découvrir là, toutes ces structures-là. Mais pour que tout fasse sens, cet engagement-là, justement, peut apporter là, énormément. Donc, merci de votre attention. On espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus que veut dire notre monstre administratif dans lequel on travaille, cette méga structure-là et toutes les critiques, les discussions qu'il y a dans les médias depuis 2 ans au sujet de la centralisation, la décentralisation. On vous invite à poser des questions pour les minutes qui suivent. On est disponible.